Le Niger vient de préciser d'une manière absolument accablante les accusations qu'il formule de nouveau contre la France. Accusations de financement, de soutien et d'armement du terrorisme au Sahel, en Afrique. Je voudrais commencer par faire entendre la forme nouvelle que ces accusations ont prise. Alors, soyons maintenant à l'écoute des autorités nigériennes dans la dernière forme que leurs accusations ont prise. Voici ce qu'ont affirmé aujourd'hui même les autorités nigériennes. Je vous mets un haut-parleur. Après l'échec de sa marionnette CEDEAO, après l'échec de son infiltration des ONG et autres agences internationales, après l'échec de son infiltration des organisations de la société civile et de certains syndicats, après l'échec de sabotage des pipelines pour détruire l'économie du pays, après la création du groupe terroriste Lakurawa, après donc toutes ces manœuvres sournoises révélées d'ailleurs au grand jour par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, à l'occasion de sa récente interview exclusive accordée à Télé Sahel le 25 décembre 2024, la France, qui n'a jamais reculé, revient cette fois-ci avec un autre plan plus macabre, l'opération Chibok 2014. Oui, vous avez bien entendu, opération Chibok. De quoi s'agit-il? Le 8 janvier 2025, plusieurs responsables de Boko Haram se sont rencontrés dans le lit du lac Tchad, côté Nigeria, plus précisément à Tombong Kassa. Malam Ali Ibrahim, Yalambou, Boula Machadi, Malam Ismaël, Bachir Okacha, Madou Bachir, Malam Sagir, des noms qui ne vous disent pas grand-chose, mais qu'il faut retenir, ont pris part à cette réunion dirigée par un certain Habib, adjoint de Abou Hafiz alias Bachoua. À ces personnes se sont ajoutés des représentants de la France, du Bénin, du Nigeria et d'une puissance occidentale, entre autres. Ils sont tous venus du Nigeria à bord de 5 véhicules Toyota Hilux de couleur blanche, une des Toyota transportait des munitions et autres matériels pour le besoin des opérations en cours de préparation. Ces invités d'un autre genre ont été accueillis par les combattants de Boko Haram entre Koukawa et Gadjiram avant d'être escortés jusqu'au lac Tchad à Tombong Kassa le 6 janvier 2025 où la rencontre a eu lieu 2 jours après, c'est-à-dire le 8 janvier 2025 entre 14h et 16h. Ils sont répartis à bord de 2 véhicules en laissant les 3 autres véhicules aux terroristes. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. Passage en revue des termes de leurs accords, planification et conduite des opérations qu'ils vont incessamment mener contre le Niger. En ce qui concerne ce dernier point, 2 scénarios seront bientôt exécutés. Le premier scénario est en lien avec l'approche du mois de Ramadan, une période de dévotion et surtout de privation pendant laquelle les musulmans auront besoin des conditions nécessaires pour mener à bien leur jeûne. Pour casser leur résilience et porter atteinte à leur foi, la France, par terroristes interposés, envisage 1. de détruire le tissu économique national à travers le sabotage du pipeline pour asphyxier économiquement le Niger et de manipuler certains opérateurs économiques pour provoquer une flambée des prix des denrées alimentaires de première nécessité à l'approche de ce mois béni de Ramadan. De conduire des opérations de kamikazes, des prises d'otages de masse au niveau des internats des filles et des garçons dans les écoles du Niger en vue d'exiger la libération et le rétablissement du président déchu à son ancien poste. En cas d'échec des négociations, le massacre des élèves en diffusion directe a été ordonné par les autorités françaises. Certaines régions ont été ciblées pour mener ces opérations et les kamikazes déjà désignés et formés à Tombong Kassa. Pour ce faire, la France et ses sbires, en plus de l'armement et des munitions, ont fourni des ceintures d'explosifs en grande quantité et des matériels électroniques nécessaires à la diffusion et à la mise à feu de ces explosifs. Compte tenu du caractère suicidaire de ces opérations, 3 milliards de francs CFA ont été remis aux familles des kamikazes. Face à cette volonté maladive, sournoise, malveillante et inhumaine de la France impérialiste, comme l'a si bien dit Macron à sa dernière sortie médiatique en décidant de ne plus être gentil et poli vis-à-vis de l'Afrique, nous interpellons l'opinion publique nationale et internationale, nos partenaires stratégiques, l'Union européenne, le système des Nations Unies dans son ensemble
et tous les pays épris de paix et de justice pour mettre un terme définitif à ces dérives néocolonialistes des autorités françaises. Nous appelons enfin, une fois de plus, le vaillant et résilient peuple nigérien à plus de vigilance et à 1. Dénoncer toute personne suspecte, 2. Dénoncer tout acte suspect dont il sera témoin, 3. Multiplier les prières et invocations, et enfin 4. Informer les autorités les plus proches ou appeler les numéros 40-40 pour les fans, 40-00 pour la gendarmerie et 83-83 pour la police nationale. Voilà la dernière forme comprise les accusations des autorités de la République du Niger contre les autorités actuelles de la République française. Ce que nous avons entendu de la part des autorités de la République du Niger est suffisamment grave pour que, en France, en Europe, en Occident comme en Afrique, soit tirée la sonnette d'alarme afin que vérité et justice soient faites sur la succession d'accusations gravissimes de financement, de soutien, d'appui au terrorisme qui se sont amoncelées contre le gouvernement français depuis notamment 2022. Nous n'avons pas oublié les accusations de la République du Mali déposées depuis le mois d'août 2022 sur la table du Conseil de sécurité des Nations Unies et qui ne font toujours pas l'objet d'un examen contradictoire. Nous n'avons pas oublié les accusations formelles des autorités du Burkina Faso qui, de façon récurrente, ont accusé la puissance française et ses alliés de la CEDEAO, notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria et parfois même, dans une certaine mesure, sous le régime de Nana Akufo-Addo au Ghana, le Ghana. À cela viennent s'ajouter les accusations, non pas la première, mais au moins la troisième ou la quatrième, des autorités nigériennes. Il y a là une masse d'accusations impressionnantes. Il y a là une masse d'accusations graves qui sont telles que les peuples français et africains ne peuvent pas continuer à se croiser les bras pendant que les gouvernements sahéliens pointent la responsabilité du gouvernement français actuel de M. Macron dans la déstabilisation du continent. C'est pour cette raison que nous avons décidé, en notre qualité de citoyens français, de rassembler la totalité de ces accusations dans un mémorandum sur la base duquel nous allons nous adresser à tous les groupes du Parlement français pour leur demander de considérer comme une urgence signalée l'ouverture à l'intérieur du Parlement français d'une commission d'enquête sur les graves accusations formulées par les pays du Sahel contre la France. En notre qualité de citoyens français, nous allons porter cette initiative et je vous informe qu'au plus tard le lundi 20 janvier prochain, ce mémorandum et cette pétition seront déposés à l'adresse des bureaux des principales forces politiques du Parlement français, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, mais également le même document sera déposé sur le site iDouane de l'Union européenne. Alors, nous sommes en train de rassembler toutes les accusations avec à la fois les liens documents écrits et les liens documents audiovisuels et une lettre pétition que vous retrouverez également sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de signature des pétitions, en n'oubliant pas que sur la plateforme de l'Assemblée nationale, en tant que citoyens en France, nous avons un outil d'action, c'est que s'il y a 1 million de personnes qui apportent leur signature à cette pétition pour l'ouverture d'une commission d'enquête sur les graves accusations formulées par les pays africains contre la France en matière de soutien, de financement et d'armement du terrorisme, si nous sommes 1 million de citoyens européens en général à signer cette pétition, à partir de cet instant-là, les députés et les sénateurs seront obligés de l'examiner. Car la loi française dit qu'une pétition déposée sur le site de l'Assemblée nationale ou du Sénat et qui est signée par 1 million de citoyens européens, je rappelle d'ailleurs que peuvent également signer cette pétition tous ceux qui ont un titre de résidence légal, un titre de résidence régulier en Europe, par exemple, ceux qui payent leurs impôts en Europe. On n'a pas forcément besoin, pour signer ce type de pétition, d'être de nationalité française ou d'une nationalité européenne. Il suffit qu'on soit un résident légal sur le sol européen et qu'on ait la majorité. Vous allez nous aider, Françaises, Français de toutes les couleurs, Européennes, Européens de toutes les couleurs, à atteindre au besoin le million de signataires de cette pétition pour obliger les parlementaires français qui jusqu'ici
font mine de ne pas voir, de ne pas entendre, de ne pas sentir, de ne pas goûter à l'amertume qui émerge de l'Afrique au fur et à mesure que s'amoncellent des accusations graves contre la France. On ne peut pas se croiser les bras quand les accusations se font aussi précises, avec des dates, des noms, des coordonnées géographiques, des villes, des lieux, des projets spécifiques. Tout ceci est suffisamment grave et mérite d'être documenté. De l'autre côté, les autorités africaines de tout pays, les organisations régionales africaines, c'est le cas de l'AES, c'est le cas de la moribonde CEDEAO, c'est le cas de l'Union africaine, c'est le cas de la CEMAC, c'est le cas de la SADC. Toutes les organisations africaines recevront également notre courrier, mais il sera modulé d'une autre façon. Nous allons lancer une pétition pour demander à toutes les organisations africaines citées, et cette pétition sera vraiment ouverte encore là à tout le monde, leur demander de peser de tout leur poids pour que les accusations des États africains contre la France soient examinées à l'ONU. Il faut que l'Afrique parle sur ce sujet-là à l'unisson. Il faut pour une fois que ces poltrons, ces lâches, ces couards qui sont à la tête des institutions régionales africaines jouent un tant soit peu leur rôle. Demander, qu'un procès contradictoire, demander qu'une confrontation, entre les accusateurs de la France et la France ait lieu dans toutes les instances internationales où vous êtes représentés. Même si l'Afrique ne détient pas encore aujourd'hui le droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies, elle ne détient pas un membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Si les organisations africaines, ou du moins la majorité d'entre elles, exigeaient qu'il y ait un examen de ces accusations flagrantes, de ces accusations infamantes, de ces accusations énormes, de ces accusations aux conséquences telluriques, nous aurions l'occasion d'une véritable clarification internationale et cela contribuerait sans doute à l'accélération de la fin de l'emprise du terrorisme sur le continent africain. Donc mes chers amis, j'ai voulu évoquer ce premier sujet pour vous dire que nous, société civile, nous, intellectuels, nous, activistes, nous, militants, ne pouvons pas continuer à regarder cette situation stagner. Moi je suis saturé par l'amoncellement des accusations. Ça fait beaucoup trop de plaintes et il n'y a aucun prétoire, il n'y a aucune tribune, il n'y a aucun espace dans lequel la confrontation contradictoire puisse commencer. Nous, les peuples, nous, les citoyens, nous pouvons justement, en utilisant l'outil parlementaire, comme nous utilisons ici l'outil médiatique, nous pouvons rater la confrontation des preuves. Il est important que les accusations du Mali, du Burkina Faso, du Niger, il est important que ces accusations fassent l'objet d'un examen contradictoire et que le sort du soutien, au terrorisme en Afrique soit scellé. Et voilà pourquoi je vous donne comme date butoir de dépôt des pétitions vers les instances que j'ai évoquées, lundi 20 janvier 2024. Votre serviteur a conscience que dans ces choses, il faut des pionniers. J'appelle les Françaises et les Français de toutes les couleurs à soutenir la vérité et la justice, à agir par solidarité en tant que peuple, en signant massivement la pétition que je dépose sur le site de l'Assemblée nationale et du Sénat français lundi prochain. Pétition dans laquelle je reprends in extenso, nous reprenons in extenso les accusations fondamentales et les preuves des accusations, c'est-à-dire les indices de toutes les accusations formulées par les États maliens, burkinabés et nigériens notamment. Et nous appelons les députés à peser de tout leur poids pour qu'il y ait un examen contradictoire, à peser de tout leur poids pour que les autorités françaises s'en expliquent et que soient entendues et examinées les preuves que les autorités maliennes, burkinabées et nigériennes ont à leur disposition. Pourquoi les parlementaires français ne demanderaient-ils pas la possibilité de constituer une mission parlementaire qui viendrait rencontrer avec leur accord les autorités maliennes, les autorités burkinabé, les autorités nigériennes, pour examiner les preuves que celles-ci peuvent opposer et disposer dans les accusations extraordinairement graves qui ont été formulées depuis maintenant 2022. Mais avant de clore ce point, je voudrais dire que c'est une démarche d'autant plus légitime que, sans avoir besoin des accusations du Mali, du Burkina Faso et du Niger, la France a une responsabilité évidente dans la déstabilisation terroriste que l'Afrique connaît aujourd'hui. Elle a une responsabilité évidente. Pourquoi? Pour 3 raisons. Écoutez-moi bien. Première raison, elle a participé à la grande coalition de l'OTAN en 2011 qui a détruit la Libye
en association avec les deux grandes organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique. Ça, c'est la première responsabilité de la France. Si le terrorisme prospère aujourd'hui en Afrique, c'est grâce au saccage de la Libye, à l'armement qu'Al-Qaïda et l'État islamique ont reçu en Libye, à l'invasion du Sahel qui s'en est suivie, et à la prospérité des groupes terroristes qui en a résulté. Ce que j'affirme là, c'est ce que le président Emmanuel Macron a reconnu en juin 2017 dans un article du Figaro, une interview au Figaro. Il a dit ceci, nous, le nous là concernait la France. Nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États faillis, des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. Fin de citation. Ce sont les propos de l'actuel président français, Emmanuel Macron, en juin 2017 dans le Figaro. Donc, le président Macron a reconnu, quand il venait d'arriver au pouvoir, la responsabilité de la France dans la déstabilisation de l'Afrique. Il a même parlé d'une dette de sang de la France envers la Libye. Il a dit que le sang libyen avait été, injustement versé par l'armée française et qu'il y avait ainsi une dette de sang. D'accord? Ce fait-là, la déstabilisation de la Libye qui a entraîné par effet de domino celle du Sahel et aujourd'hui du Golfe de Guinée, il est documentable par une autre preuve. Ce sont les emails de Madame Hillary Rodham Clinton. Elle était secrétaire d'État américaine en 2011 et elle a échangé des mails avec ses conseillers. Certains de ces mails ont été révélés à l'opinion internationale par le fameux scandale Wikileaks grâce à l'inénarrable Julian Assange. C'est ainsi qu'on a pu savoir que les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, le Qatar n'ont pas attaqué la Libye pour y instaurer la démocratie. Contrairement à leurs allégations mensongères, la Libye a été attaquée et Kadhafi assassiné parce qu'on ne voulait pas qu'il réalise le grand projet dont il était porteur, à savoir notamment la création d'une monnaie africaine souchée sur le dinar or qui aurait supplanté le dollar, l'euro et le franc CFA. Voilà le contenu des échanges entre Madame Hillary Rodham Clinton, secrétaire d'État de Barack Obama, et ses conseillers. Voilà une deuxième preuve. Donc, la responsabilité de la France est incontestablement engagée dans la déstabilisation actuelle de l'Afrique. Il faut être d'une très grande mauvaise foi pour ne pas le reconnaître. Il y a une deuxième raison. La deuxième raison, elle vient de la duplicité constatée dans la lutte antiterroriste. Non seulement des forces de l'OTAN, mais en particulier des forces françaises. Cette duplicité a été illustrée par un échange célèbre entre le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, en 2013, et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Cette conversation est documentée, c'est une archive importante. Il y est dit ceci. Fabius demande à Lavrov que la Russie n'oppose pas son veto à l'intervention militaire envisagée par la France au Mali pour stopper ce qu'on appelle abusivement à l'époque les djihadistes. La Russie marque son accord à travers son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Et Lavrov fait la remarque suivante à Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères en 2013, actuel président du Conseil constitutionnel. Lavrov lui fait la remarque suivante. Mon cher Laurent, vous vous préparez à combattre maintenant au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Et Laurent Fabius, de triste mémoire, rétorque à Sergueï Lavrov, c'est la vie. La duplicité. Enfin, il y a un troisième élément assez troublant et qui fait que on ne peut que poser le problème de la responsabilité de la France dans la situation dans la sous-région. Ce sont les enquêtes françaises elles-mêmes. Les enquêtes françaises elles-mêmes, menées par des journalistes d'État français, des journalistes de France 24, de l'AFP et de RFI, ont conclu le 30 juillet 2014 que la France était le premier banquier des djihadistes au Sahel et qu'elle finançait les groupes terroristes à travers le paiement des rançons. C'est une enquête des journalistes d'État français. C'est pas moi qui ai fait l'enquête. Et n'importe qui d'entre vous aujourd'hui peut taper France 24, 30 juillet 2014. La France, premier banquier des djihadistes au Sahel. Vous tapez et vous lisez l'article qui explique en 2014 déjà que plus de 200 millions de dollars sous couvert de libération d'otages ont été versés aux organisations terroristes, ce qui leur permet de s'acheter des armes, ce qui leur permet de payer leurs troupes, ce qui leur permet de s'approprier des biens immobiliers, de faire des affaires. L'article est signé de la presse officielle française. C'est pas Franklin Nyamsi qui l'a écrit. Et parfois quand je parle de cet article, les gens pensent que j'exagère. Et je me sens toujours obligé de montrer l'article de France 24. Et France 24 se basait sur des enquêtes américaines. C'est le département d'État américain qui avait pointé le doigt. Bien sûr, c'est trop facile pour les Américains d'accuser la France de faire la même chose qu'eux-mêmes. D'accord? C'est toujours facile d'avoir un bouc émissaire. Mais
C'est une enquête américaine qui a permis aux journalistes français de publier cet article que j'ai montré ici il y a 2 ans lorsque les journalistes de France 24 sont venus m'interviewer ici à la maison et voir comment je fais mes directs. J'ai fait un direct sur ce problème. Qui finance le terrorisme? Alors la France, premier banquier. Je veux juste que vous voyez cette des djihadistes. Alors, ce sont des articles extrêmement troublants. Si les journalistes d'État français ont pu dire que la France est le premier banquier des djihadistes d'Al-Qaïda, c'est grave, c'est très grave. Je vous montre ça, voilà, hop, je l'enregistre. Il faut que tout le monde ait vu cette pièce. C'est une masterpiece très rare. Vous la retrouverez dans le livre que j'ai publié et qui va être diffusé à partir de Bamako dans quelques semaines. C'est cette masterpiece-là que j'évoque souvent. Je vous la montre là sur YouTube. La France, premier banquier, otage, la France, premier banquier des djihadistes. Je vous la montre et je vous la montre ici sur TikTok. D'accord? Donc, votre serviteur ne va jamais affirmer des choses d'une telle gravité s'il ne les a pas documentées. J'ai suffisamment documenté les raisons de penser que les accusations nigériennes, maliennes, burkinabées, mais ces accusations sont sérieuses. Parce que sans avoir les éléments à la disposition des autorités de ces pays, moi, par mon enquête intellectuelle, je possède des éléments suffisamment tranchants sur la base desquels, eh bien, je dénonce la duplicité, eh bien, de l'organisation militaro-politique occidentale dans la lutte antiterroriste au Sahel. Ce n'est pas une lutte sincère, ce n'est pas une lutte claire, ce n'est pas une lutte sans arrière-pensée, c'est une lutte en réalité qui se fait sous le prisme de la stratégie du pompier pyromane. Voilà la vérité. Donc, nous, sociétés civiles africaines du monde entier, nous devons agir. Et l'initiative que je vais lancer pour ma part ici en France, mais je souhaite que la diaspora africaine des États-Unis fasse la même chose aux États-Unis. La diaspora africaine du Canada, qu'elle fasse la même chose. On ne peut pas être partout, nous. Prenons nos responsabilités un peu partout pour porter, eh bien, les graves accusations formulées par les autorités légitimes du Mali, du Burkina Faso et du Niger au cœur du débat politique des pays occidentaux. Nous avons la capacité en tant que diaspora de faire reconnaître la légitimité au moins de ce débat. Même pas de trancher en disant ce que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont dit est vrai. Non. De dire il faut qu'on en discute. Il faut qu'on prenne au sérieux ces accusations. Il faut qu'on les examine. On ne peut pas continuer à vivre normalement alors que des choses aussi graves sont alléguées, affirmées et répétées par des autorités légales et légitimes de leur pays.